à la Ligue. C'est Allez, bon. j'ai compris. Voilà, c'est parti. Donc, merci à la Ligue de m'inviter sur ce webinaire consacré à la nutrition dans le domaine de la voile. Je vais présenter déjà qui je suis. Donc, j'ai une cinquantaine d'années. Je suis un sportif de haut niveau amateur où j'ai fait beaucoup de courses à pied et de VTT et j'ai fait un peu de coaching aussi auprès de sportifs. Et j'ai nourri mon expérience personnelle en autodidacte en expérimentant progressivement les choses pour aller vers l'ultra-endurance. Et c'est à travers la nutrition que que j'ai trouvé un bon angle pour s'intéresser à l'activité. Donc voilà, donc j'ai découvert la nutrition et je suis venu à me complémenter assez rapidement, d'abord avec de la chimie, avec des produits de synthèse qui seraient plutôt des protéines, plutôt des compléments vitaminiques. Et puis, j'en suis venu en grattant un petit peu, en cherchant un petit peu des informations, à aller plutôt sur d'autres produits qui seraient plutôt des algues, du zinc, du magnésium et aussi des acides aminés. Donc voilà, un chemin qui m'a amené d'aller vers la chimie, vers le naturel. Je vais vous présenter maintenant donc la naturopathie, puisque c'est la fonction que j'occupe. Je suis naturopathe. Et puis, par la suite, je vais vous donner des angles de vue par rapport à la nutrition, de comprendre un petit peu déjà qui nous sommes au niveau de notre biologie. Et puis, on verra après comment on peut, à travers une alimentation simple, nourrir une alimentation qui aille en adéquation avec notre fonctionnement biologique. Actuellement, force est de constater que malgré une offre de nutrition très large, les pathologies sont nombreuses et sont de plus en plus lourdes à gérer, que ce soit en termes de maladies de cancer, de maladies neurodégénératives. Donc, qu'est-ce que la naturopathie? Donc, la naturopathie, c'est une pratique de santé grâce à des méthodes naturelles qui inclut donc de pouvoir donner des solutions à des gens, les accompagner dans une vision globale de la santé. Donc, ça peut être de la nutrition, ça peut être de la phytothérapie, de la respiration, des fleurs de bac. Et je fais un petit arrêt là sur la fleur de bac parce que souvent, moi, j'ai pu me rencontrer en compétition des petits phénomènes d'anxiété au moment des départs ou au moment de préparer son matériel ou au moment enfin, d'avant-course. Et j'avais jamais trouvé la solution pour ces problèmes d'anxiété jusqu'à que je découvre que grâce à la respiration ou grâce aux fleurs de bac, et ça, on aura l'occasion peut-être d'en discuter ultérieurement lors d'autres rendez-vous. Je me suis rendu compte qu'avec les fleurs de bac, on pouvait trouver des solutions pour, euh, pour pas empêcher, mais pour améliorer et mieux vivre les phénomènes d'anxiété d'avant-course qui peuvent nuire à la performance. Donc, chez le naturopathe, la maladie est un symptôme. On va dire que le symptôme ne représente pas la chose à éteindre, mais c'est la chose à comprendre pour pouvoir rechercher la cause, puisque la réponse, elle est fonction du terrain qui est propre à la personne et à son mode de fonctionnement. Donc, on aborde la personne dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on on la comprend dans un point de vue de son corps physique, de son corps émotionnel, comment elle vit les émotions, de son corps psychique, quelles sont ses pensées, mais aussi son corps énergétique, comment à l'intérieur de ce corps se déplacent les mouvements d'énergie, où est-ce qu'ils vont, et aussi le corps causal, puisqu'on s'aperçoit que notre fonctionnement est lié aussi à notre hérédité et à d'autres mécanismes qui sont liés à donc des phénomènes de causalité.
Donc, pour en arriver là, je me suis formé il y a 4 ans dans une école locale du côté de Frétran, là, dans le Bas-Jura. Je suis devenu, après la formation, intervenant dans cette école sur des supports tels que nutrition, homéopathie, hydrologie, la magnétothérapie, l'argilothérapie. Et donc, j'ai formé des futurs naturopathes à ces différentes pratiques. J'ai mis un arrêt là, cette année sur mon rôle d'intervenant pour me diriger vers une fonction plus liée aux soins, à la clinique et à l'aide à la personne et à l'accompagnement en cabinet de soins, là où je suis actuellement. Donc, j'ai créé une association, l'association Élémentaire, qui a pour but de protéger l'être humain et surtout l'informer, puisque je me suis rendu compte que c'était parce qu'on est ignorant qu'on on peut ne pas être acteur de ce qui se passe. Donc voilà, donc mon but, c'est vraiment de sortir les gens de l'ignorance et de les amener à être acteurs de ce qui leur arrive. Donc, en ce sens, ce soir, c'est un bel exemple de ce que je souhaite faire à travers des conférences ou des ateliers. Donc, voilà pour la présentation. Voilà, ça a duré, c'est ça, c'est parfait. Donc, je vais vous parler aujourd'hui pour aborder un petit peu la connaissance de nous-mêmes. Je vais vous parler de biologie de terrain. Ça va durer pas longtemps, hein, c'est juste vraiment pour vous mettre en perspective pourquoi il est important de comprendre cette biologie de terrain. Donc, il y a quelques années en arrière, Louis-Claude Vincent a parlé de bioélectronique. Louis-Claude Vincent était un ingénieur dans les années 1950 et il était chargé des adductions d'eau dans les villages. Et à travers ses expériences et à travers ce qu'il a pu remarquer, il a étudié les paramètres, 3 paramètres de nos humeurs, que sont le sang, la salive et les urines, comme étant le reflet de notre milieu intérieur. Donc, ce qu'il faut que vous puissiez comprendre, c'est que notre milieu intérieur, c'est un peu comme la piscine dans laquelle vous allez nager. Les cellules qui nous composent, elles nagent dans de l'eau, elles nagent aussi dans une piscine. Et en fonction de la qualité de notre eau de piscine, on définit la qualité de nos échanges et de notre métabolisme cellulaire. Vous avez pu constater que pour assurer la qualité d'une eau de piscine, on mesure souvent le pH et d'autres paramètres. Donc, Louis-Claude Vincent a lui aussi utilisé le pH, qu'on appelle aussi le potentiel hydrogène, qui mesure l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. Donc, c'est la valeur de l'ion H+, qui représente la potentialité magnétique et la mobilité ionique. Donc, en fait, on parle là de facteurs d'ionisation du milieu aquatique. Et on a une échelle. À 7, on dit qu'il est neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant d'ions H+ que d'ions OH-, et que lorsqu'on va d'un côté ou de l'autre, il y a plus d'H+ lorsque c'est acide, et il y a moins d'H+ lorsque c'est alcalin. Un autre paramètre qu'il a mesuré, c'est le potentiel d'oxydoréduction d'une solution, qu'on appelle aussi potentiel redox. Donc, ce potentiel redox, il représente le potentiel électrique, c'est-à-dire c'est la valeur d'échange, de possibilité d'échange d'ions, d'électrons, pas d'ions, pardon, d'électrons, puisque c'est le potentiel électrique, donc c'est la valeur de l'électron. Une solution oxydante va capter des électrons, alors qu'une solution réductrice, elle, va être capable de céder des électrons. Et on va s'apercevoir que la santé se fait grâce à ces échanges d'électrons. Et lorsque le corps est oxydé, ce qui peut arriver à cause de maladies, à cause du stress, à cause de nourriture, à cause de pollution, le corps s'oxyde et donc devient en incapacité à pouvoir fournir des électrons, et donc la vitalité s'en trouve fortement diminuée. Donc voilà, petite pause, pH, RH2,
Et le troisième paramètre qu'il va mettre en avant, c'est la résistivité. C'est un paramètre qui mesure la résistance au courant électrique. Donc, c'est sa capacité, cette fois-ci, électrique. Ce n'est plus le potentiel, c'est la capacité à laisser le courant électrique. Donc, une eau pure qui ne présente aucun matériau, aucune matière à l'intérieur d'elle a une résistivité très élevée. Vous pouvez mettre une prise, vous ne risquez rien. Au contraire d'une eau chargée en métabolite, va avoir un ρ très faible, puisque les métabolites qui sont à l'intérieur de l'eau vont permettre la conductibilité de l'eau. Donc, pour ce qui est de notre biologie, donc, je vous ai dit sang, salive, urine. Là, aujourd'hui, très sommairement, je vais vous parler que du sang. Le sang a une valeur de pH qui est très faible dans sa capacité à pouvoir varier. Le pH du sang doit osciller entre 7,35 et 7,42 pour assurer l'équilibre et l'homéostasie du corps. Le sang doit être réducteur pour fixer l'oxygène. Donc, c'est-à-dire qu'il doit avoir cette capacité à céder des électrons. Et il doit avoir une résistivité assez élevée pour indiquer qu'il n'est pas chargé en métabolites et qu'il assure une bonne capacité électrique. Donc, ce qu'il faut retenir de ça dans la physiologie, dans la biologie, c'est que notre fonctionnement cellulaire se fait sur la base d'échanges d'électrons qui représentent notre capacité vitale. Et sur un terrain oxydé qui capte des électrons, il n'y a plus d'énergie vitale. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on perd des électrons? Eh bien, ce sont les aliments cuits, les aliments industrialisés, la pollution électromagnétique, donc 5G, Wi-Fi, etc., le stress, la maladie. Donc, on voit bien que dans la société dans laquelle on vit, eh ben, on a tous les ingrédients pour avoir un terrain oxydé, donc un terrain qui va capter des électrons plutôt que d'en donner. Donc, notre but, à travers notre activité aussi bien nutritive que dans la journée, c'est de pouvoir trouver des électrons. Et on va les trouver où? On va les trouver sur la Terre, en marchant pieds nus, et on va aussi en trouver dans l'air marin, dans les ionisateurs d'air. On en trouvera dans la nourriture à travers les graines germées et autres aliments crus, et aussi certaines eaux. Donc, on voit bien là l'intérêt, déjà rien que dans la nutrition, qu'en termes de nutrition, on a une possibilité d'aller trouver des électrons afin d'améliorer notre capacité et notre force, notre énergie vitale, et donc permettre à notre corps d'avoir des ressources pour faire les échanges et les métabolismes cellulaires. Voilà, donc s'il y a des petites questions, n'hésitez pas. Là, ça fait un petit quart d'heure que j'ai pris la parole. Donc, on peut prendre 1 à 2 minutes pour s'il y a une question qui viendrait sur la bioélectronique, Vincent, ou sur la biologie cellulaire. Avant que j'enchaîne avec la présentation de quelle eau boire. Ouais. On n'est pas beaucoup, hein, donc il faut pas hésiter à couper les micros et à poser vos questions s'il y en a. Hein, Oui, parce qu'a priori, je vois qu'il y a quoi? On est 5, 6, 7 personnes? Ouais, une dizaine, on est 8. 8, ok. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir votre micro. J'enchaîne après avec l'approche de la diététique actuelle. Et après, on ira sur quelle eau boire aujourd'hui. Ok, eh ben là, j'enchaîne. Alors, dans l'approche actuelle de la diététique, quand on parle d'alimentation, on entend souvent les calories. Quand vous prenez un emballage, vous allez avoir sur l'emballage les calories que vous allez pouvoir consommer ou en tout cas récupérer grâce à l'alimentation. Donc là, on parle de macronutrition, c'est-à-dire qu'on évalue les calories données par les glucides, les protéines et les lipides.
Et la règle, c'est qu'on doit avoir tant de pourcents de glucides, tant de pourcents de protéines, tant de pourcents de lipides, afin d'assurer une bonne proportion propice à avoir les bons rapports et les bonnes quantités. Donc là, c'est en valeur de macronutrition. Et là, on considère que donc, les éléments sont de l'énergie. Je dirais que c'est à mon avis, en tout cas en naturopathie, je considère que c'est une erreur, car les aliments sont plutôt un carburant. Lorsqu'on peut faire l'expérience, c'est quand on va faire un gros repas, si les aliments étaient vraiment de l'énergie, on devrait après ce gros repas être plein d'énergie. Et souvent, après un gros repas, on a plus envie d'aller dormir ou d'aller se reposer ou d'aller marcher. On n'est pas propice, en tout cas, à la performance parce qu'en fait, on n'a pas de… l'aliment, c'est un carburant. Et il va falloir d'abord l'assimiler et donc le transformer par la suite dans la cellule en énergie. La deuxième chose aussi qu'on entend, c'est que tous les aliments se valent en termes de qualité. Et là, je dirais que non, les aliments ne se valent pas. Donc, il y a différencier les aliments dits biologiques des aliments dits conventionnels, ou en tout cas d'une industrie, d'une agriculture à base de pesticides et autres produits phytosanitaires, parce qu'on s'est aperçu que le contenu en micronutrition variait énormément entre un aliment bio et un aliment conventionnel. Et en plus, je rajouterais qu'entre un aliment d'il y a une cinquantaine d'années et aujourd'hui, là aussi, on s'aperçoit que la micronutrition, donc qu'est-ce que c'est la micronutrition? C'est les minéraux, les vitamines, les enzymes qui sont à l'intérieur de l'aliment, là aussi, ont fortement chuté. Une troisième chose qu'on entend en diététique actuelle, c'est que tous les corps ont la même capacité d'assimilation. Là aussi, ce n'est pas vrai, puisque ça dépend de l'âge, que ça dépend de la capacité organique de chacun. Et il y en a pour qui certains aliments sont plus difficilement, en fonction de leur force digestive, en fonction de leur capacité organique, ont plus de mal ou plus de facilité à assimiler certains aliments. Et notamment aussi lorsqu'on parle de porosité intestinale, de qualité donc de l'intestin, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont des intestins qui ont perdu leur capacité d'assimilation, et donc ça peut augurer des difficultés parce que ça laisse passer des grosses molécules. Et enfin, la transformation des aliments ne change pas les molécules. Là aussi, enfin, je dirais une erreur, en tout cas, c'est à corriger, puisque la cuisson, les additifs rajoutés aux aliments, le raffinage, l'irradiation, certains aliments sont irradiés pour les conserver. Là, en fait, tout ce qui assure la conservation, le broyage, alors sauf les techniques, je dirais, naturelles, comme qui peuvent être la lactofermentation ou les séchages, vont transformer les aliments et transformer leur qualité organoleptique, mais aussi les molécules et la micronutrition qui les compose. Alors, il existe un modèle un régime alimentaire qui s'appelle l'instinctothérapie. Si vous allez sur Internet, vous trouverez des éléments de réponse à ça, qui est un régime alimentaire développé par Louis-Claude Burger dans les années 80. Il s'est aperçu sur lui-même et après avec d'autres gens qu'en ayant une alimentation où on mangeait le produit simple, sans transformation, c'est-à-dire que ni en le mettant en purée, ni en le cuisant, sans le transformer, on avait une méthode alimentaire qui engendrait aucune inflammation à l'intérieur du corps, et on avait des humeurs. Donc, je rappelle que les humeurs, ce sont le sang, la lymphe, la salive. Donc, que ces humeurs étaient complètement claires et assuraient donc des bons échanges à l'intérieur du corps.
Donc, cette instinctothérapie a été repris après par le docteur Jean Seignalais dans son livre L'alimentation ou troisième médecine, et, où là, il préconise d'enlever les céréales modernes, de diminuer les cuissons, de ne manger les viandes que crues, d'assurer une bonne hygiène intestinale, donc pour garder un corps en santé. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on parle de nutrition, qui est nourri, c'est la cellule. La cellule vivante, c'est elle qui est nourrie. Lorsque je mange un plat, in fine, dans le corps, les intestins vont permettre, avec des enzymes, de pouvoir réduire à de l'eau, des sels minéraux, des électrons et des protons. Et lorsque je mange un aliment cuit et transformé, eh ben là, j'ai fortement diminué son capital de vitamines, son capital d'électrons et son capital de protons. Donc, lorsque nous mangeons ultra transformé, eh ben, on parle de nutrition à calories vides, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'énergie, mais sans avoir les qualités inhérentes à ce que nous mangeons, donc, qui sont les sels minéraux et les vitamines. À quoi servent cette micronutrition? Cette micronutrition, elle sert à fabriquer tous les messagers du corps. Donc, nous avons à l'intérieur de notre corps des messagers que sont les hormones, les neurotransmetteurs, les cytokines, qui sont les réponses à l'inflammation, pro- ou anti-inflammatoire. Tout cela a besoin de micronutrition. Elle a besoin de vitamines, elle a besoin de minéraux et elle a besoin d'eau. Donc, c'est ça que je vais dire que il va falloir vraiment être précis et regarder si dans ce que je mange, j'ai bien des apports vitaminiques, des apports minéraux et une eau de qualité. Donc, Hippocrate nous a laissé comme message que l'aliment soit ta première médecine. Donc, on va dire que on pourrait considérer que tout démarre de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'énoncer avant que j'enchaîne? Moi, j'en ai plein. J'écoute. Par rapport au surgelé, du coup, est-ce qu'il est plus intéressant, c'est meilleur pour la santé de manger des aliments pas surgelés que surgelés? Est-ce Alors, que le surgelé engendre des choses sur les aliments? la surgélation va éventuellement va transformer. Ça dépendra aussi de la maturité de ce qu'on surgèle. Elle a l'avantage de laisser dans l'état où on a surgélation, c'est différent. Une surgélation, c'est une congélation très, très rapide. Ce qu'on fait à la maison, c'est une congélation. On n'a pas des surgélateurs, on a des congélateurs à la maison. Les industriels ont des surgélateurs. Donc, on achète du surgelé, mais on fait du congelé chez nous. Ok, ça marche. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, donc est-ce qu'il vaut mieux manger du surgelé ou du conserve? Enfin, par exemple, je prends des haricots. Alors, il vaut mieux manger du surgelé que du conserve. Si c'est de la conserve boîte, si ce n'est pas des conserves naturelles que peuvent être les lactofermentations, par exemple, la cuisson préalable à la conservation va avoir complètement fait baisser le contenu en vitamines de l'aliment. Okay. Et va avoir aussi précipité les minéraux. Donc là, c'est-à-dire que les minéraux, on va leur changer leur forme, ils vont précipiter. Je ne sais pas si tu as déjà fait un peu de chimie et ce que c'est un précipité. Et les minéraux ont une forme ionique et lorsqu'on les chauffe, eh ben, ils perdent cette capacité, ils précipitent. Ok, ça marche. Et j'avais une deuxième question totalement différente. C'était sur les fruits. Alors, moi, je suis difficile de me faire manger quelques fruits, on va dire. Et j'en mange plus en smoothie, du coup, enfin en purée, du coup, en transformé, du coup, je suppose. Et du coup, c'est moins bon que de manger un fruit comme ça. Ouais, voilà. Alors, entre ne pas manger, en manger transformé ou en manger en vrai,
je dirais que tu es dans l'équilibre moyen. Il serait meilleur de les manger non transformés, mais il est certainement meilleur que de ne pas en manger. On est d'accord. Ça marche. Bon, bah voilà, j'avais ces 2 questions-là pour le moment. Ok, ben merci. Il y en a Alors, d'autres peut-être, enfin, je me permets, mais par rapport aux participants, s'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas. bon, après, je laisserai mon téléphone ou Kevin, Quentin, pardon, tu pourras laisser mes coordonnées si les gens veulent me contacter après en privé. Voilà, je Ouais, suis disponible, hein. pas de souci, ça marche. Alors, vous avez compris que grâce à la bioélectronique Vincent, la qualité de nos humeurs, donc de l'eau qui est contenue dans le plasma, dans la lymphe et dans les urines, est essentielle pour assurer un bon équilibre métabolique dans le corps. Et qu'est-ce qui nous donne de l'eau? C'est nos aliments, c'est l'eau de consommation que nous buvons, et aussi, on capte un petit peu d'eau par la peau, hein. La peau a cette capacité à pouvoir faire des échanges hydriques, en capter et en rejeter. Donc, la question, c'est que pour assurer une bonne qualité de notre eau intérieure, il faut que l'eau que nous consommons, elle soit aussi de qualité. Aujourd'hui, si on fait un petit regardez chez vous, est-ce que vous consommez de l'eau de pluie, de l'eau filtrée, de l'eau du robinet, de l'eau de source, de l'eau minérale? Quelle eau buvez-vous? Je dirais qu'il n'y en a que 2 qui sont correctes. C'est les eaux de source ou minérales, en sens qu'elles elles viennent elles n'ont pas pris un chemin à travers des canalisations et qu'elles n'ont pas été recyclées, elles n'ont pas été lavées. Elles ont juste un inconvénient, c'est qu'elles sont souvent très chargées en minéraux et elles sont souvent, de ce que je dirais, elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées, c'est-à-dire que le fait de les avoir stockées dans des bouteilles à l'air, au soleil et de les avoir extraits comme ça, elles n'ont plus de vitalité, elles n'ont plus de capacité à pouvoir nous apporter des électrons, elles n'ont plus cette capacité-là, donc elles vont avoir une capacité d'hydratation, mais elles manquent de vitalité. Donc il y a des petites techniques qui existent pour pouvoir leur redonner de la vitalité, notamment en utilisant des vortex. Regardez l'eau lorsque vous la voyez dans la nature, observez-la, vous verrez que l'eau qui croupit, elle est rarement de qualité et que l'eau qui est en mouvement, qui s'oxygène, elle se régénère et elle est souvent de bonne qualité, hormis si elle est polluée, évidemment. Vous avez l'eau du robinet, c'est peut-être là l'eau la moins bonne à boire, parce que l'eau du robinet, même si l'ARS nous donne des informations sur sa potabilité, la potabilité n'est qu'une démarche administrative. En aucun cas, la potabilité de l'eau n'est une valeur de santé. Ce n'est pas le but. Donc, on chlore l'eau. Le chlore est un superoxydant. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous devrions plutôt être réducteurs. Lorsque nous buvons de l'eau chlorée, eh ben, nous apportons beaucoup de potentiel d'oxydation dans notre corps. L'eau de pluie, on va dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si elle est traitée, si elle est filtrée, si elle est travaillée, elle peut être bonne. Et enfin, les eaux osmosées ou filtrées, là aussi, de qualité. On a les petites filtrations et tout le monde connaît la cafetière Brita. J'ai envie de dire que c'est complètement inefficace. C'est-à-dire que ça n'enlève rien des polluants qui sont dans l'eau. Donc, les polluants qui sont dans l'eau, c'est les pesticides, c'est les fongicides, c'est les résidus d'hormones, c'est les résidus de médicaments. Tout ça, ces petites cafetières ne filtrent pas. Elles vont filtrer effectivement quelque chose, mais c'est vraiment très peu efficace. Et donc, il reste l'eau osmosée. Donc, l'eau osmosée, c'est une eau qui va passer à travers une membrane, à travers laquelle la membrane est tellement fine qu'elle ne laisse passer que la molécule d'eau. Donc, c'est une membrane qui est poreuse au nanomètre.
À quoi sert-elle l'eau? L'eau, elle a une capacité, donc elle est là pour nous hydrater. Elle est là aussi, et c'est essentiellement son rôle, elle est là pour nettoyer. C'est-à-dire que l'eau que nous buvons, nous la considérons comme souvent, et j'ai envie de dire à tort, comme seule capacité d'hydratation. L'eau est essentielle pour assurer le nettoyage et assurer la détoxination, donc l'évacuation des déchets. Je vous rappelle que la lymphe, qui est notre éboueur, a besoin d'une eau propre pour pouvoir se charger de toxines. Si l'eau que nous lui donnons est une eau sale, eh ben, sa capacité à pouvoir rajouter encore des déchets, elle est fortement diminuée. Et enfin, l'eau, elle est là pour des réactions métaboliques, elle amène de l'énergie. Donc, est-ce que boire de l'eau, une tisane ou un café ou un soda, est-ce que pour vous, c'est la même chose? Je vous pose la question, allez-y, ouvrez vos micros et vous pouvez me répondre. Eh bien, pour moi, ce n'est pas la même chose. OK. Et tu as une explication? Parce que les sodas, c'est transformé, il y a du sucre en plus, il y a des aliments transformés, la tisane, et bah, l'eau, elle est chauffée. Donc, ça veut dire qu'il y a Ouais. une transformation. L'eau normale, il y a peu de transformation parce que, par exemple, l'eau de source, bah, ça vient de la source. Donc, peu de transformation. Et le café, on vient transformer aussi avec la chaleur et puis on rajoute bah, les molécules de café qui peuvent modifier l'eau. OK. Ouais, j'aime bien ta réponse. C'est clair que boire de l'eau ou quoi qu'on ait pu mettre dans l'eau n'a rien à voir. L'eau a cette capacité à garder en mémoire ce qu'elle a reçu. Et je vous donne un exemple, c'est en pâtisserie. Lorsque les pâtissiers font certains gâteaux, ils savent que s'ils ont mis le sucre avant le sel dans l'eau, dans leur préparation, le résultat de leur pâtisserie ne sera pas le même. Comme si l'eau avait gardé en mémoire qui était arrivé le premier dedans. Et donc, elle ne fait pas les mêmes actions une fois qu'elle a eu quelque chose à l'intérieur d'elle. Donc, si vous voulez boire, si vous voulez nettoyer votre corps, ce n'est pas en buvant un café ou une tisane, même si elles ont des propriétés diurétiques, c'est-à-dire qu'elles ont des propriétés à pouvoir favoriser la diurèse et donc l'élimination. En tout cas, elles n'auront pas la même l'eau n'aura pas la même action à l'intérieur du corps. Donc oui, boire de l'eau ou des tisanes, des cafés ou des sodas, ce n'est pas du tout pareil. Et nous devrions boire environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et souvent, lorsqu'on demande aux gens est-ce que vous buvez, ben oui, je bois, mais en fait, ils incluent toutes les autres eaux, c'est-à-dire toutes les eaux, les autres, comme tu disais, Axel, avec lesquelles on a mis des choses dedans, du café, de la tisane, une petite chose, du lait. Enfin voilà, ils pensent que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Et ça, le nombre de litres d'eau par jour, ça ne dépend pas de la corpulence, enfin, ou de la Alors, personne? bien sûr, alors c'est ce que j'allais y venir. La balance hydrique, elle doit être respectée, donc entre les entrées et les sorties. Et cette balance, elle doit tenir compte de la température extérieure, de l'activité, de la corpulence. Et donc, elle est très individuelle, cette balance hydrique. On s'aperçoit qu'on boit moins l'hiver parce qu'on a moins cette sensation de sécheresse dans la bouche. Et donc, on a l'impression qu'on a moins besoin d'eau. Là aussi, on n'est pas très bien fait là-dessus, sur cette information dans le corps. C'est-à-dire que notre ressenti de la déshydratation, il n'est pas très, très fin. Ou en tout cas, on ne l'a pas affiné suffisamment pour pouvoir le ressentir de manière assez rapide et au bon moment. Et souvent, lorsqu'on ressent la sensation de soif, en fait, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que on est déjà en déshydratation. Et que la sensation qui peut, par exemple, je suis en milieu de journée, je commence à me dire « Ah, je mangerais bien un truc ». Et bien, cette sensation de faim, on peut la remplacer par de l'eau. Et que l'eau, avec de l'eau, hein, j'entends bien de l'eau, elle a cette capacité vitale et qu'elle va apporter de l'énergie. Et là, pour le coup, ce sera vraiment de l'énergie puisqu'on n'aura pas à passer par un métabolisme digestif
et une transformation et une assimilation qui est coûteuse en énergie, puisque vous comprenez bien que c'est un moteur et qu'il faut de l'énergie pour le faire fonctionner, l'eau va apporter sa capacité d'énergie et en plus va nettoyer. Donc, vous pouvez remplacer vos sensations de faim par boire de l'eau. Ça peut surprendre. On peut se dire, ben non, je ne me vois pas boire. Moi, quand j'ai faim, j'ai faim. Testez-le, vous verrez, c'est plutôt surprenant. Alors, J'avais deux questions. ouais, Vous parlez du coup de entre guillemets, la meilleure eau, j'ai l'impression que c'est l'eau osmosée. oui. Comment on fait pour s'en procurer chez soi? Enfin, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi de l'eau osmosée en fait? Pour l'eau osmosée, ça, on pourra en parler, j'allais dire en privé ou en tout cas après, mais il existe des petites gourdes pour les gens qui vont qui géraient les nomades, des petites gourdes sur lesquelles il y a une filtration. Il existe aussi des gourdes des cafetières, des récipients à la maison qui sont branchés avec un petit moteur qui vont faire passer l'eau. Donc, c'est des petits modèles. Et puis, il existe des modèles qui vont se mettre sur la canalisation et qui vont traiter toute l'eau qui va passer, l'eau de la maison. Donc, voilà, il y a différentes solutions en fonction de son utilité et de la vie qu'on a. Donc, rien à voir avec un adoucisseur d'eau. Bon, Non, rien à voir. L'adoucisseur enlève la dureté, donc tout le calcaire. Mais c'est pas pour autant qu'elle est meilleure parce que c'est quand même de l'eau du robinet. Alors oui, mais en fait, l'adoucisseur a enlevé certains minéraux, le calcaire, et a abaissé la dureté de l'eau, mais la rend pas meilleure à la consommation en termes de santé. Ok. Et du coup, entre guillemets, la deuxième meilleure eau, c'était l'eau, enfin en bouteille. C'est un peu triste, mais Oui, l'eau en bouteille, ça pose quand même beaucoup d'enjeux plastiques. complètement. Donc c'est ça, je trouve ça un peu paradoxal que les bouteilles, il vaut mieux boire une bouteille en plastique qu'on achète au supermarché que de l'eau du robinet. Bon, pas Et- nutritivement parlant, je l'entends, mais après, en alors, termes d'enjeux environnementaux, c'est difficile à faire admettre, je pense. c'est sûr. Et c'est en termes de santé, l'eau du robinet est devenue un enjeu majeur de santé parce que l'eau du robinet n'est pas bonne d'un point de vue santé. Je vous laisserai découvrir, allez demander des tests. Alors, l'ARS vous donnera. L'ARS ne teste que, je sais pas, une cinquantaine de matières qui existent, mais il y en a des milliers à tester. Et c'est cela qu'on ne teste pas. Ok. Bon, je vous laisserai parce que là, il est déjà 19h10. Donc, on va avancer un petit peu. Puis, s'il faut revenir hors ou après, on pourra en reparler. Avec l'âge, la vieillesse s'apparente à une lente déshydratation. Entre un nouveau-né qui vient de naître et un vieillard, l'écart d'hydratation, de contenu d'eau dans le corps est de 30% de moins. Donc, notre vieillesse pourrait s'apparenter à un lent mécanisme de déshydratation. Et il suffit de voir la peau d'un nouveau-né et la peau d'un vieillard. On voit bien qu'il y a une peau d'un côté qui est très gonflée, très, très tendue, et chez le vieillard, plutôt une peau qui est devenue de plus en plus fine parce que on assiste à une lente déshydratation. C'est pour ça qu'on est moins performant, entre guillemets, en étant plus vieux, plus on C'est devient ça. vieux, moins on est performant. Aussi. Et on pourrait dire qu'on pourrait augmenter notre performance en gardant un potentiel d'hydratation plus élevé. On peut le voir comme ça aussi. Ok. Donc, il est important en tant que sportif d'être regardant sur son hydratation, car c'est un des vrais vecteurs de la performance. Alors, quelle eau à quelle température? Plutôt une eau à température ambiante. Pourquoi? Parce qu'elle va être moins coûteuse en énergie pour la réchauffer ou la refroidir. Nous, on est à 37. Lorsque je bois de l'eau qui sort du frigidaire à 4 degrés, il faut que je l'élève en température jusqu'à 37 degrés. Ça me coûte de l'énergie. Et quand je bois une boisson très chaude,
une tisane à 50 degrés, ben, il faut que je la baisse, il faut que je la refroidisse. Donc, vous voyez bien que l'enjeu, il est plutôt de consommer de l'eau à température ambiante et donc de laisser son frigo tranquille et de ne pas mettre son eau de boisson au frigo. Et donc, moi, ce que je fais à la maison, c'est que je tire l'eau pour la journée, 1 litre, 1 litre et demi, et il est dans la carafe à l'air libre et je peux en boire tout le temps sans avoir à le tirer. On va la consommer quand? En dehors des repas, pour éviter la dilution des sucs digestifs. Donc ça, c'est une vraie démarche, pas toujours facile à faire, parce qu'on se retrouve souvent à table en ayant la sensation de « Ah, je boirais bien un truc ». Ben ouais, tu as tellement mangé vite que tu n'as pas beaucoup salivé, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas mâché suffisamment longtemps. Donc, si tu n'as pas salivé, eh ben, tu manques d'eau. Et donc, ton corps dit il faut que je boive. Donc, reprends le temps de mâcher tes aliments, de produire plus de salive et puis de boire avant le repas et après en dehors des repas. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur l'eau. S'il y a quelques questions ou si vous voulez qu'on revienne, on en reparle tout à l'heure. Ça va pour tout le monde? Alors, je vais aborder maintenant ce que j'appellerais des simples en termes de naturopathie, ce qu'on appelle les simples. Ce sont des éléments qui ne contiennent justement que peu d'éléments. Alors, je vais vous citer par exemple le premier, je vais vous citer l'eau de mer. Pourquoi est-il intéressant dans l'approche sportive de boire de l'eau de mer? On s'est rendu compte, il y a une centaine d'années, un peu plus de 100 ans, il y a un homme qui s'appelle René Quinton qui a émis l'hypothèse qu'en fin de compte, nos cellules seraient nées dans l'eau de mer et qu'elles auraient gardé en elles un degré de salinité important pour pouvoir faire fonctionner les mécanismes osmotiques. Il a émis des lois, et notamment la loi marine, qui dit que la vie est née dans le milieu marin et qu'on a gardé une concentration saline que le corps régule en permanence. Donc, on a une concentration saline de 9 grammes au litre, alors que celle de la mer est de 35 grammes de sel au litre. Donc, on peut consommer de l'eau de mer, on appelle ça soit en hypertonique, donc c'est-à-dire la concentration de l'eau de mer, 35 grammes, ou soit en isotonique, c'est-à-dire qu'on la ramène à notre isotonie. Donc, c'est-à-dire qu'on la dilue pour la ramener à 9 grammes au litre. Il suffit de mélanger donc 1/4 d'eau de mer avec 3/4 d'eau de source pour la ramener ce qu'on appelle à l'isotonie. En quoi elle est intéressante pour le sportif? En cas de fatigue, en cas de déshydratation, en cas de dénutrition, en cas d'acidose. Alors, l'acidose, qu'est-ce que c'est? L'acidose, c'est un mécanisme, enfin, ce n'est pas un mécanisme, c'est le résultat des mécanismes d'acide qui sont faits dans le corps. Et lorsqu'on fait du sport, il y a un acide que vous connaissez bien qui s'appelle l'acide lactique. Et cet acide peut créer, chez le sportif qui s'entraîne beaucoup, de l'acidose. Donc, le fait de consommer de l'eau de mer peut diminuer ces mécanismes, cette acidité dans le corps. L'eau de mer, elle n'est prélevée pas au bord comme ça, hein, elle est prélevée dans des zones spécifiques où il y a une forte activité planctonique. Et donc, les planctons qui sont présents dans l'eau de mer vont la transformer et vont rendre les minéraux qui sont présents dans l'eau de mer biodisponibles. Donc, c'est-à-dire utilisables par le corps. Et ce qui a été démontré par je ne sais plus qui, c'est que l'eau de mer contient tous les minéraux qui sont présents dans le tableau de Mendeleïev. Donc, je crois qu'il y en a environ 90. Et donc, ils sont tous présents à des concentrations bien précises, bien définies. D'une eau de mer à une autre, les concentrations sont toujours identiques. Et cette biodisponibilité des minéraux permet de rééquilibrer la charge électrique des cellules. Et donc, elle va aider le sportif dans la récupération et dans l'hydratation. Donc, moi, j'avais poussé mon fils qui fait pas mal de sport à abandonner toutes ces boissons qu'on peut trouver dans les magasins spécialisés et d'aller simplement
de l'eau de mer, à les ramener à l'isotonie et de boire ça plutôt que de boire ces boissons-là. Vous les trouverez sous forme de sérum de Quinton ou plasma marin, en ampoule, en bouteille d'1 litre. Enfin, il existe pas mal de choses. La deuxième chose que je voudrais aborder avec vous, ce sont les bactéries. Alors, les bactéries, pourquoi je vous en parle? Parce qu'elles sont 10 fois plus nombreuses que nous dans notre corps. On a environ 100 000 milliards de cellules dans notre corps et il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules. On a environ 2,5 kg à 3 kg de bactéries présentes dans notre corps. C'est sur la peau, dans la bouche, dans les intestins, enfin partout, les bactéries sont présentes. Et les bactéries servent à quoi? Entre autres, je vais très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais elles favorisent le métabolisme de certains sucres et elles ont surtout une action pour la création de certaines vitamines et certains acides gras. C'est-à-dire qu'elles participent avec nous à notre équilibre et on parle de symbiose. Donc, symbiose, c'est-à-dire qu'ensemble, on construit le vivant, nos cellules et les bactéries construisent le vivant. Et un équilibre symbiotique est très, très, je dirais, éphémère, c'est-à-dire que des antibiotiques vont le déséquilibrer, de la malnutrition va le déséquilibrer. Si je mange trop de sucre, je vais développer une flore qui va fermenter et je vais avoir des gaz. Si je mange beaucoup de protéines, je vais avoir une flore déséquilibrée qu'on appelle une flore de putréfaction. Je vais aussi avoir des gaz, mais cette fois-ci, ils vont être très odorants, puisqu'en fin de compte, je vais avoir des putrides à l'intérieur de mes intestins. Alors, pourquoi c'est important de faire attention aux bactéries? C'est que l'alimentation que l'on peut trouver actuellement, elle est gorgée de pesticides, d'antibiotiques, de médicaments et autres produits hormonaux. Et donc, notre alimentation est fortement déséquilibrée par… notre flore intestinale est fortement déséquilibrée par notre alimentation. Et donc, on a ce qu'on appelle des dysbioses. Donc, c'est le contraire de symbiose. La dysbiose, c'est quand l'équilibre bactérien est altéré et qu'on a des bactéries qui se développent en fonction de ce que la personne mange ou même pense, ou même les pollutions aussi altèrent notre microbiote. Et lorsque le microbiote est altéré, on laisse la place à des virus, à des champignons et à des parasites. Donc, on a la possibilité d'avoir certaines pathologies du fait d'un déséquilibre. Donc, je vous invite à faire quoi au niveau alimentaire? C'est manger des fibres. Donc, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques, donc les fibres alimentaires qu'on ne va pas retrouver dans les céréales, qu'on va essentiellement retrouver dans les légumineuses, dans les légumes, dans la pomme de terre, la banane et autres. La pomme aussi, ce sont ce qu'on appelle des fibres alimentaires solubles et elles vont nourrir le microbiote. Le microbiote va s'en nourrir. Et on a enfin les probiotiques, donc là, ce sont les bactéries. Et là, de manière naturelle, il existe des boissons comme le kéfir, le kombucha ou les aliments lactofermentés qu'on retrouve aussi maintenant dans le commerce, qui vont là apporter des nouvelles bactéries à votre organisme. Le but de ça, c'est de retrouver un bon équilibre intestinal et donc là aussi d'avoir une meilleure gestion de ces sucres, notamment quand on est un sportif où on a tendance à manger pas mal de sucre parce qu'on a besoin de carburant et on a besoin d'avoir du carburant que la cellule aime bien et c'est le sucre. Donc, le fait d'avoir des bonnes bactéries, ça favorise là aussi la performance. Et je rajouterais par rapport à ça, c'est que lorsqu'on décide de faire des prises de probiotiques, on entend souvent pas mal de gens dire « Ah, moi, je prends des probiotiques ». Attention,
les prises de probiotiques doivent s'accompagner toujours d'un test respiratoire ou d'un test des matières fécales, parce qu'on n'est pas toujours au courant de l'équilibre bactérien à l'intérieur du corps, et qu'à en donner des comme ça, on peut faire un peu n'importe quoi, et il vaut mieux aller le valider avec un test. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les probiotiques. Alors, je voulais vous parler aussi, mais là j'ai encore pas mal de choses, mais je n'aurai pas le temps dans cette heure-là, mais ce n'est pas grave. Je vais vous donner quand même quelques informations. Je vais vous parler des produits de la ruche, qui sont, donc là aussi, ce sont des sucres simples, puisque le miel est composé de fructose et de glucose. Vous avez aussi le pollen, quand on le prend frais, il est excellent pour le sportif. Il a un côté anti-fatigue, il a un côté antiseptique des voies respiratoires, il a un côté cicatrisant, il a un côté booster du système immunitaire. Enfin, le miel, c'est depuis la nuit des temps qu'on en parle. Si vous avez vraiment envie d'explorer ça, allez-y. La seule chose, c'est faites attention à la qualité de votre miel, car de plus en plus, on assiste à des gens qui sucrent le miel, qui rajoutent du sucre, et aussi de la provenance de l'endroit où elles ont pu aller. Donc, si vous pouvez trouver du miel artisanal ou du miel à côté de chez vous, si vous savez la provenance, c'est toujours intéressant. Je vais continuer avec deux choses, et j'en finirai là-dessus. Ce sont le sel. Le sel, donc c'est un simple. Nous mangeons, j'aurais pu parler aussi du sucre, mais bon, je pense que le sucre, on vous l'a déjà fait, mais le sel peut-être moins. On mange principalement du sel raffiné, du sel de la baleine. Vous connaissez la petite boîte bleue de la baleine, qui est souvent iodé et qui est surtout très raffiné. Il a donc à l'intérieur des anti-agglomérants, des je n'ai plus le nom, etc., qui en font un mauvais produit pour saler ces aliments. Dans le raffinage, tous les minéraux disparaissent, les bons minéraux disparaissent, et on obtient un bon vieux NaCl, donc un bon vieux sel de cuisine, néfaste à la santé, qui encrasse plutôt le rein que ce que pourrait donner un bon sel. Il en existe plusieurs, je vais vous en citer un, il s'appelle le sel rose de l'Himalaya. C'est un vieux sel qui a plus de 250 millions d'années, et ça m'a fait sourire l'autre jour parce que sur une boîte de sel de l'Himalaya, il y avait une date de péremption, et c'était assez rigolo de voir qu'un sel qui a 250 millions, une fois qu'il est mis dans un contenant et qu'il est mis sur le marché, on lui donne une date de péremption de 2 ans. Voilà, c'était pour la boutade, mais ça existe, c'est vrai. Donc, l'avantage du sel de l'Himalaya, c'est que à la différence des autres sels de gemme, c'est sa structure moléculaire est une forme colloïdale, ionisée, ce qui le rend beaucoup plus biodisponible et pour les minéraux qui le composent. Donc, retenez que la conductivité, la conduction électrique, qui est le transfert d'échange d'ions entre les cellules, est due à la salinité du plasma sanguin. Donc, mieux votre sel, les sels que vous utilisez est meilleur, et plus vous accroissez la conductivité électrique et donc les échanges entre les cellules. Un sang encrassé empêche les échanges entre les cellules et donc diminue la vitalité. Ce sel de l'Himalaya, vous pouvez l'utiliser aussi bien en salé quotidiennement, mais vous pouvez faire aussi des cures de sel pour baisser le niveau d'acidité de votre corps et augmenter les mécanismes d'auto-guérison et de détoxination. Donc là, ça se fait accompagné ou pas, mais en tout cas, ça se fait après en cure, en bain ou en inhalation, et ça ne se fait pas aux mêmes doses que dans l'utilisation quotidienne. Et je vais finir avec les sels minéraux qu'on appelle les sels minéraux sous forme homéopathique. Alors là, c'est très intéressant, et pour le sportif, c'est une vraie supplémentation naturelle à base les sels, on appelle ça les sels de Schussler.
Donc, Schussler était un Autrichien dans les années 1800 et il a fait le constat que une cellule se met à dysfonctionner lorsqu'elle n'a pas les minéraux nécessaires à ses métabolismes. Et il a fait fabriquer 12 sels qui s'appellent les sels de Schussler, qui vont de numéro 1 au numéro 12, et qui sont des associations d'une base et d'un acide pour… alors, que je lise la phrase exacte. Voilà, le sel de Schussler vont agir en permettant au corps d'optimiser ses ressources minérales. Donc, c'est-à-dire que les sels de Schussler ne sont pas sous forme pondérale, ça va être sous forme homéopathique, c'est-à-dire en dilution, soit en dilution D6, soit en dilution D12, c'est-à-dire une douzième décimale. Et je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui traite la vigne avec des solutions homéopathiques de silice et il va traiter plusieurs hectares de vignes avec juste une tisane qu'il a fait avec quelques centaines de grammes de prêle qu'il a lui-même trouvé dans les champs. Et une fois qu'il a pulvérisé cette tisane, eh ben, il voit apparaître sur la feuille de la plante les traces de silice. C'est-à-dire qu'il a juste donné l'information à la plante que c'est ça qu'elle doit utiliser en ce moment. Et c'est ça qui va être intéressant avec les sels de Schussler, c'est que vous allez pouvoir vous complémenter de manière homéopathique pour maximiser et potentialiser les minéraux que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à votre programme d'entraînement. Je vous donne un exemple. Selon que vous faites un programme d'endurance ou vous faites un programme de force ou vous faites un programme de récupération, vous n'allez pas utiliser les mêmes sels. Et ça, donc vous pourrez, là je vous donnerai les informations, vous me contacterez pour ça et je vous donnerai les informations pour que vous puissiez optimiser vos phases d'entraînement et utiliser les bons sels en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai été clair sur les sels de Schussler? Parce que là, j'ai dit plein de choses, ça allait très vite. Ouais, je pense que ça mérite un peu plus de temps, mais bon. Ça vous donne des pistes, on va dire. Voilà. Hein, et puis contactez-moi. Ouais, ce que je voudrais rajouter, c'est que le sport et le stress sont des très gros consommateurs de sels minéraux et que dans une alimentation classique, vous avez bien compris que les apports deviennent faibles et que les sels de Schussler peuvent être un complément à optimiser les ressources que vous avez en minéral. Voilà. Moi, j'en ai terminé au bout d'une heure. J'ai fait le taf. Ouais, parfait. Est-ce en résumé, moi j'aime bien faire un peu des résumés. Pour être performant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut qu'on boive beaucoup en dehors des repas, du coup, si j'ai bien suivi. Ouais, vas-y, continue. Est-ce qu'il faut mieux manger du sel de l'Himalaya ou pas de sel du tout? Alors, il vaut mieux manger du sel de l'Himalaya que de pas de sel du tout. Ok. Il faut que tu retiennes, ce que tu retiennes, Quentin, c'est que ton corps tu peux le voir comme de la plomberie. Il y a de l'eau qui le traverse et il a besoin de minéraux. Donc, tu dois t'arranger pour que l'eau qui le traverse soit la meilleure possible et que constamment, tu lui apportes des minéraux. Et lorsque tu cuis à l'autocuiseur ton chou-fleur, eh ben, tu as explosé tous les minéraux, tu n'as plus rien. Tu manges un chou-fleur, mais il ne t'apporte rien. Donc il vaut mieux le cuire comment? Eh ben, il vaut mieux le cuire à la vapeur. Mais à la vapeur douce, pas l'autocuiseur sous pression. Et toi, un autocuiseur, ça fait monter à plus de 110 degrés à l'intérieur de l'autocuiseur. C'est très chaud. Donc, toutes les vitamines, tu les as explosées. Ok. Bah, enfin voilà, moi en tout cas, ce que j'ai retenu sur les deux trucs les plus principaux par rapport à mon ressenti, quoi. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent, qui eux ont une autre façon de voir le résumé? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être aussi, hein? Bon, moi, je trouve que- je m'excuse, Quentin. Moi, je trouve que c'était très intéressant, mais il y a beaucoup trop de choses à essayer d'assimiler, quoi. Donc, bah oui, il y a des pistes pour réfléchir. Je pense que c'était très, très bien. Ben c'est un peu le but, hein. Merci Roger, hein, de ce résumé. Effectivement, je ne pouvais pas m'intéresser à quelque chose de très précis et j'ai voulu vous donner des pistes. Effectivement, moi je me souviens que quand j'étais en école de naturopathie, la première chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est l'eau. L'eau, si je vous le dis en termes de masse, on est à 70% composé d'eau. Si je vous le dis en nombre de molécules, on a 99% composé d'eau. C'est-à-dire qu'on est une flaque d'eau. Donc, si tu ne prends pas soin de ton eau, ben, même pas que pour le sport, hein, mais de manière générale, si tu ne prends pas soin de l'eau que tu consommes, ben, tu passes à côté de quelque chose. Et après, Roger, c'est la difficulté du format qu'on a voulu mettre en place à la Ligue sur des interventions d'une heure sur plusieurs thématiques. Voilà, peut-être sur les règles de course, ça suffisait. Sur la nutrition, on voit que c'est tellement large il en faudrait 3 peut-être pour Ouais, bien déjà sûr. rentrer dans le détail. Mais voilà, effectivement, l'objectif, c'était vraiment de donner des pistes. Et puis peut-être que tu peux redonner tes coordonnées ou ton mail ou ton téléphone pour que les gens puissent te recontacter si besoin. Ouais, tu les as, Quentin? Est-ce que tu veux les passer à… Ouais, bah j'ai ton mail. Alors oui, j'ai ton mail et ton téléphone. Attends, je peux le mettre dans le chat. Je Dans peux le le mettre chat. dans Et le puis chat. peut-être ceux qui vont regarder en replay, ils n'auront peut-être pas le chat, mais si tu peux les donner à l'oral, et puis moi je les remettrai aussi pour les clubs avec le replay à l'écrit. Eh ben, donc, c'est Jean-Daniel Renaud et j'habite à Saint-Julien-Val-sur-An. Je vous laisse également un mail. Voilà, vous avez ici mon téléphone et puis je vais vous laisser un mail. C'est evhnaturopathie@protonmail.com. Voilà, je vous le mets, EVH Naturopathie. Voilà, si vous voulez me contacter. Je suis en phase de création de cabinet. Donc, pour l'instant, au niveau communication, on peut me retrouver aussi sur annuairthérapeute.com. Si besoin d'un accompagnement pour des problématiques plus spécifiques, avec plaisir. Et si c'est pour des questions d'ordre général, j'y répondrai. Prenez votre téléphone, appelez-moi et puis j'y répondrai avec plaisir aussi. Ben, rien que le problème de l'eau, c'est déjà quelque chose d'hyper important. Donc, on n'a pas réglé, il n'y a rien de réglé dans tout ça. Je veux dire, de boire de la bonne eau, ça me paraît très, très compliqué, quoi. Ouais. Ben, vois-le plutôt, qu'est-ce que je fais pour boire de la bonne eau? Et tu verras, tu vas trouver des solutions au début. Et puis, quand tu vas réfléchir, après, tu vas dire, ah, mais il y a mieux que ça, et puis encore mieux que ça. Mais ce n'est pas grave, tu vas démarrer quelque chose. Parce que vouloir tout de suite avoir la Rolls-Royce, ce n'est pas gagné, effectivement. Ça demande des connaissances, ça demande peut-être un investissement important. Moi, je me souviens que la première chose que j'ai fait, c'est j'ai acheté des billes de céramique. Et puis après, j'ai acheté un filtre sur évier. Puis après, j'ai acheté le truc à osmose. Voilà, j'y suis allé par étapes. Et avec Et mon tu as budget. trouvé la solution, la définitive. Ouais, j'ai trouvé en tout cas une solution qui me convient bien. Mais elle est encore améliorable parce qu'il y a plein d'autres choses encore à faire. Oui. Eh ben, on va s'y atteler. J'espère. Retenez que on a besoin de consommer des produits qui sont réduits, c'est-à-dire qui ne soient pas oxydés. Et lorsqu'on mange des choses qui sont oxydées, on diminue notre capacité vitale. On prend de notre capacité vitale pour pouvoir faire les mécanismes.
j'ai quand même l'impression que c'est un métier. Parce que pour savoir qu'un produit est oxydé ou oxydant, Ouais. ça, il faut. Bah, ça fait partie effectivement de mon métier de pouvoir expliquer dans un rééquilibrage alimentaire qu'est-ce qui peut être bon pour la personne. Oui, bien sûr. Donc, juste donner des pistes. Hein. Pour vous recharger en électrons, faites du earth grounding, allez marcher pieds nus dans la terre, allez vous promener au bord de la mer. Alors, ce n'est pas facile au bord de la mer parce que vous êtes loin, mais marcher pieds nus dans la terre, ça, tout le monde peut le faire. Sortez des villes, allez dans les bois. C'est très riche en électrons. Les villes sont polluées et sont pauvres en électrons. Et donc, là aussi, on se fait accaparer tout notre potentiel parce qu'on en a besoin et on n'en trouve plus dans la nature. Il faut aller en nature pour les trouver, ces électrons. Donc, la chance que quand on fait un sport comme la voile, c'est qu'on va dans des endroits hors des villes. Encore faut-il quelquefois enlever ses chaussures pour aller marcher pieds nus dans la terre. Ok. Voilà. Et ben ça, c'est pareil, je le fais jamais, donc je vais essayer. Ouais. Euh, bah, Et tu sais, l'idée de dire qu'il ne faut pas dormir à côté des plantes, ouais. ben c'est n'importe quoi. Dors à côté des plantes, elles vont donner des électrons. Donc c'est bien d'avoir plein de plantes dans sa maison. Ben oui. Ah, c'est ma compagne qui est géniale alors. Ok, On a dit il ne faut pas dormir à côté des plantes. Ben, non, non, il faut avoir des plantes chez soi. ça marche. Bon, bah c'est vrai que le timing est court, mais c'est super intéressant. Donc je pense que on a la volonté de remettre en place ce type d'intervention l'année prochaine, hein, sur la deuxième Ouais. année de nos web hivers. Donc je pense qu'on pourra refaire appel à tes services parce que moi, j'ai trouvé ça super intéressant et j'espère que ça pourra brasser un peu plus de monde et qu'on pourra avoir des thématiques un petit peu différentes. Enfin, ça sera à voir, faut qu'on y travaille, mais qu'on mette en place quelque chose pour l'année prochaine, je pense. Ouais. Et j'ai vraiment voulu sortir aussi à travers ce webinaire de la diététique actuelle. Vous voyez, hein, on n'est pas là, j'étais pas là pour faire des menus diététiques, mais de mettre de la compréhension de pourquoi je fais telle chose. Et je deviens autonome, je deviens indépendant. Ok. Et ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Et ben parfait. Bah, Eh ben, je vous salue et je vous souhaite tous de vivre une belle saison de voile qui va démarrer bientôt pour certains. ouais, on approche, ça approche. Ça Oui. marche. À bientôt, au revoir. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Au bien. revoir. Au revoir à tous. Salut.